7. Sa douche prise, Reacher se rhabilla, enfilant même sa parka tant la chambre était froide, puis il éteignit tout, s'assit dans le fauteuil tubulaire et attendit. Il ne pensait pas que Seth Duncan appellerait les flics. Apparemment, les flics relevaient du comté et se trouvaient à 100 km de là. Aucun lien sur place. Il n'était inféodé à personne du coin. De plus, appeler les flics l'aurait obligé à raconter quelque chose, ce qui l'aurait conduit tout droit à avouer qu'il avait battu sa femme. Jamais un grand prétentieux ne suivrait cette voie. Mais un grand prétentieux qui venait de perdre un garde du corps pourrait peut-être trouver un remplaçant, voire 2 ou 3. Et les gardes du corps étant en général prompts à réagir, ces 2 ou 3 remplaçants pourraient se laisser convaincre de passer à l'action la nuit même, en particulier si Brett était l'un de leurs amis. Et Reacher savait qu'il n'aurait pas de mal à retrouver sa piste. L'Apollo Inn était probablement le seul établissement de son genre dans un rayon de 50 km. Et si l'alcoolisme du médecin était bien connu localement, reconstituer l'enchaînement des faits ne semblerait pas très compliqué. Le coup de téléphone, le traitement, l'intervention. Si bien que Reacher se rhabilla, relassa ses grosses chaussures, s'assit dans le noir et tendit l'oreille à tout ce qui pourrait être un bruit de gravier écrasé par des pneus. À plus de 700 km au nord de l'endroit où patientait Reacher, finissent les États-Unis et commence le Canada. La frontière la plus longue du monde suit le 49e parallèle nord, franchissant des montagnes, des rivières, des routes, des torrents, et traversant des bourgs, des champs et des bois, sa portion ouest, parfaitement rectiligne, sur plus de 2700 km, entre l'État de Washington et celui du Minnesota. Sans qu'un seul mètre en soit défendu au sens militaire du terme, et dépourvu la plupart du temps de barrières ou même de marquages, mais tout de même beaucoup mieux surveillé que ce que la plupart des gens imaginent. Entre le Washington et le Minnesota, on compte 54 postes frontières officiels, dont 17 fonctionnent 24 heures sur 24. 36 seulement pendant la journée et un sans personnel mais équipé de téléphones le reliant à des officiers des douanes. Ailleurs, la frontière fait l'objet de patrouilles intermittentes de la part d'un certain nombre d'agents et les endroits les plus isolés sont équipés de caméras, de détecteurs de mouvement enfuis dans le sol, y étant déployés sur de grandes longueurs. Les gouvernements des deux côtés ont une idée assez précise de ce qui se passe tout le long de cette frontière. Une idée assez précise, mais loin d'être parfaite. Dans le Montana, à l'est des Rocheuses, en dessous de la limite des arbres, la frontière passe sur quelques 150 km de pics déchiquetés à des plaines aux faibles ondulations, au milieu d'un massif forestier épais de conifères que ne coupent que des cours d'eau étincelants, des lacs d'eau douce et de temps en temps un sentier sablonneux couvert d'aiguilles de pin. L'un de ces sentiers, après des kilomètres tortueux et force détours, débouchait sur un coupe-feu, une piste dégagée courant plein sud, qui tombait à son tour sur une route sinueuse en terre, laquelle, au bout de nombreux kilomètres, après un virage à gauche à peine visible, laissait la place à une petite route asphaltée loin au nord d'un trou perdu du nom de Hog Parish. Et là, une camionnette grise prit ce virage à gauche. Elle s'avança lentement sur les gravillons, faisant un minimum de bruit, rebondissant à droite et à gauche dans les ornières inégales, ne roulant qu'à la lueur de ses feux de position, et quand le chemin penchait du mauvais côté, sa suspension grinçait. Elle s'enfonça de plus en plus profondément dans le froid mordant et dans des ténèbres qui n'en finissaient pas. Puis elle s'engagea sur la piste coupe-feu, roulant à présent sur la terre battue, les troncs d'arbres nus et glacés à sa droite et à sa gauche, un étroit chemin, visible au-dessus d'elle avec plein d'étoiles, mais pas de lune, connecté au GPS qui la dirigeait à la perfection, lui indiquant les limites de sécurité. Le véhicule avançant ici à petite vitesse sur de nombreux kilomètres, puis ce fut la fin du coupe-feu et la piste sablonneuse commença. La camionnette se mit à rouler au pas,
progressant dans des ornières qu'elle avait elle-même creusées au cours de ses nombreux voyages précédents. Ses roues les suivaient, autant à gauche qu'à droite, prenant des virages arbitraires entre des arbres aux branches cassées quand le passage était trop étroit, celle qui restait frottant contre les flancs du véhicule. Celui-ci roula ainsi pendant plus d'1 heure et s'arrêta à un emplacement choisi de longue date, à exactement 3 kilomètres au sud de la frontière. Personne ne savait avec certitude où étaient enterrés les détecteurs de mouvement, mais on estimait qu'une bande d'1,5 kilomètre de part et d'autre de la frontière en était la limite pratique, comme un champ de mine. On avait doublé cette distance par mesure de sécurité et on avait débroussaillé un petit secteur pour permettre à la camionnette de faire demi-tour. Celle-ci fit marche arrière, tourna et s'arrêta en travers de la piste sablonneuse, face au sud, en position, prête à repartir. Le chauffeur coupa le moteur et toutes les lumières s'éteignirent. Il attendit. Reacher patienta dans le noir, assis dans son fauteuil tubulaire, 40 minutes, 1 heure, se représentant son itinéraire du lendemain matin dans sa tête. Au sud, jusqu'à l'Interstate, puis à l'est. Sur l'Interstate, les choses seraient faciles. Il avait déjà fait du stop sur toutes les grandes routes. Il y avait des dégagements, des aires de repos, ainsi que de nombreux automobilistes, les uns voyageant pour leurs affaires, d'autres pour des raisons privées, une bonne partie d'entre eux roulant seuls et disposés à avoir de la compagnie. Le problème se produirait avant l'Interstate, sur la portion de route au milieu de nulle part permettant d'y arriver. Depuis qu'il était descendu de la voiture qu'il avait larguée au carrefour, il n'avait pas entendu passer le moindre véhicule. De nuit, c'était encore pire que de jour, mais il était tout de même rare en Amérique d'être proche d'une route et de n'entendre rien passer. En fait, il n'avait rien entendu du tout, ni vent, ni bruit nocturne, et Dieu sait s'il avait tendu l'oreille, guettant le crissement des pneus sur les gravillons. Il avait l'impression d'être devenu sourd. Il leva péniblement la main et claqua des doigts à hauteur de son oreille, juste pour être sûr. Non, il n'était pas sourd. C'était simplement le milieu de la nuit et la rase campagne. Rien d'autre. Il se leva, alla aux toilettes et revint s'asseoir. C'est alors qu'il entendit quelque chose. Non pas un véhicule qui passait, ni le vent, ni des bruits nocturnes, ni des pneus sur les gravillons, des pas.